Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, une nouvelle fois avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour à Euh, tous. on a eu beaucoup de retours comme quoi les questions liées à la santé de vos animaux sont très importantes. Donc, avec Florence, on s'est dit, on va encore faire un nouveau podcast et on va traiter là de thématiques diverses et variées sur les problématiques générales que vous pouvez rencontrer avec votre chien ou votre chat. On va parler également de prévention, on va parler produits naturels, on va parler de plein de choses. On va voir tout ça sous la forme, comme d'habitude, de cette question. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur YouTube et à nous écouter en podcast audio. Surtout d'ailleurs en podcast audio où on a vraiment des centaines d'écoutes chaque jour. On a beaucoup, beaucoup de messages de retours extrêmement positifs. On vous remercie pour ça. C'est très important pour nous puisque ça nous donne la force de continuer à vous donner du contenu, à vous donner de la valeur. Donc, merci encore. Continuez comme ça. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, bien évidemment, pour être averti des nouvelles vidéos, des nouveaux podcasts. Florence, on va repartir pour notre jeu des 7 questions, si vous le voulez bien. Vous êtes en forme aujourd'hui? C'est un petit rhume, mais bon, l'enthousiasme de nos auditeurs fait que je suis prêt. Bon, super. C'est pas la météo qu'on partage, vous sur Paris, nous sur Marseille, qui nous donne de l'énergie en ce moment. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va encore une fois tout donner. On va répondre au jeu des 7 questions. Alors, pour démarrer, la première question qu'on a eue, c'était comment détecter l'arthrose chez le chat? Quel est le mode de vie à adopter et quel complément alimentaire peut-on utiliser? Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, l'arthrose chez le chat, en fait, se voit très tardivement. Parce que le chat qui est malade, en fait, le chat, vous savez, dans la nature, c'est une proie, donc il ne montre pas qu'il est malade. Donc, en fait, il ne va pas se cacher. On parlera tout à l'heure de l'arthrose chez le chien qui est beaucoup plus évidente. Et ce n'est que quand on a atteint un stade de dégradation donc des articulations et que le chat va avoir mal, qu'on le voit. Alors, comment on le voit? D'abord, il a du mal à sauter. Souvent, vous savez, les chats, ils escaladent vos armoires, toutes les caisses qu'ils peuvent trouver. Déjà, ça, il a du mal à le faire. Et en fait, il ne manifeste pas de douleur, mais on voit qu'il a un petit peu de mal, même à monter sur le canapé. Il va dormir plus. Alors ça, je vous accorde, c'est pas évident parce qu'un chat, il dort déjà de 22 heures sur 24, mais il est quand même beaucoup plus mou. Et donc, c'est surtout, il va se déplacer, il ne boite pas, mais il va se déplacer beaucoup plus lentement. Donc là, vraiment, ça se remarque. Il a aussi du mal à se lécher parce que souvent l'arthrose chez les chats se situe au niveau des vertèbres, contrairement aux chiens où c'est sur les hanches. Et comme il a mal aux vertèbres plutôt lombaires, il a du mal à se retourner. Du coup, sur le poids, enfin, au niveau du dos, au niveau des poils, c'est tout collé parce qu'il ne se lèche pas. Donc ça, c'est vraiment très, très important de regarder votre chat et les premiers signes. Alors, comment on voit que l'animal a de l'arthrose? Bien, on peut faire une radio, bien sûr, mais ça, le comportement est très important. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lui mettre des petits escaliers. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit coussin, par exemple, sur le canapé. Alors, vous n'allez pas mettre un escalier jusqu'à la bibliothèque, mais vous pouvez mettre des petits endroits, par exemple, au niveau des fenêtres, une caisse un petit peu plus bas. Et surtout, il y a maintenant ce qu'on appelle des chondroprotecteurs. Protecteurs chondro des cartilages. Et donc, il y a des produits que l'on peut donner au chat en plus sous forme de boulettes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des comprimés, vous mélangez ça aux croquettes. Et donc, par contre, une fois qu'on a commencé, c'est tout le temps. L'arthrose, c'est un phénomène dégénératif et qui est constant. Donc, en gros, ça va être de pire en pire. Donc, les protecteurs, si j'ai bien dit, Oui, c'est tout à fait ça. sont à donner lorsqu'on constate qu'il y a une présence d'arthrose, ou bien on peut le donner aussi en prévention dès que son chat commence à avoir 10 ans ou autre. Alors, effectivement, ça serait très bien de commencer en prévention, puisque je vous ai dit que l'arthrose ne faisait que d'évoluer dans le mauvais sens. Donc, quand on le prend au départ, ça ne va pas l'empêcher, mais ça va retarder l'évolution. Donc, effectivement, on considère qu'il y a, vous savez, il y a deux termes. C'est la sénescence, c'est le vieillissement normal, et la sénilité, c'est la pathologie des vieux. Eh bien, un chat rentre dans sa sénescence à peu près à 10 ans. Donc, quelle que soit la race, à 10 ans, vous pouvez commencer à donner ces chondroprotecteurs, tout à fait. Et ça, on les trouve où? Est-ce que c'est sur prescription vétérinaire? On peut les trouver directement en pharmacie, sur Internet? Comment est-ce qu'on les trouve? Eh bien justement, c'est sans ordonnance, c'est ça l'avantage.
c'est que, en fait, alors dedans, vous regardez la composition, c'est souvent chondroïtine, glycosamine. Bon, c'est des termes un peu. Alors, vous avez aussi, vous pouvez avoir, il y a écrit articulation, vous pouvez avoir aussi d'autres éléments, mais vous les trouvez sur Internet sans ordonnance. Et donc, vous regardez bien ce qu'on appelle la forme galénique, c'est-à-dire comment ça se présente, si c'est en liquide, si c'est en gélule, ou si c'est, je vous l'ai dit, en boulette pour les chats, ce qui est très pratique. Et est-ce qu'il y a des compléments alimentaires également, comme chez l'humain, par exemple, à base de collagène pour les articulations? Alors, effectivement, il y en a plus pour les chiens que pour les chats. Ça, voilà. Mais ça peut exister. Et donc, en fait, vous avez deux actions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau de l'articulation, en fait, vous avez des cellules qui se détruisent par des enzymes qui sont beaucoup plus importantes quand ils sont vieux et la destruction est plus importante. Ben, ces éléments-là, donc ces chondroprotecteurs, vont empêcher la destruction, vont augmenter la récupération. Voilà. Malheureusement, la destruction restera toujours plus importante que la construction, mais avec un écart qui est moindre. Et si on pouvait donner un pourcentage, ou pas, si vous l'avez ou pas, ou une approximation, combien de chats sont sujets justement à l'arthrose en vieillissant? Alors, en vieillissant, au moins 80%, D'accord. surtout sur la colonne vertébrale. Ça, c'est vraiment très important. Et effectivement, c'est une bonne question parce que sur les chiens, ça dépend quand même des races et de leur poids, alors que sur les chats, toutes les races sont atteintes. Attention aussi au surpoids. Je vous rappelle quand même, parce que souvent mes clients, j'ai un chat qui fait 6 kilos, ils disent oui, mais il est grand, il est gros aussi. Donc, un chat, ça fait entre 3, 5 et 5 kilos, à part les Maine Coon. Mais 6-7 kilos, c'est un bon Bébé, chat déjà. beau bébé, d'accord. Et Donc, voilà, d'où l'importance vraiment dès 10 ans, on va dire, de faire de la prévention avec les compléments. exactement. D'accord, super. Alors maintenant, on va passer aux chiens, justement. Donc, même question, comment détecter l'arthrose, comment détecter, pardon, l'arthrose chez le chien? Et y a-t-il des moyens de faire de la prévention également? Alors, l'arthrose chez le chien, c'est beaucoup plus visible. C'est ça qui est un avantage, c'est qu'on va le prendre dès le départ. L'arthrose chez le chien, c'est essentiellement au niveau des hanches et au niveau des coudes. Donc là, tout de suite, on verra que l'animal a du mal à se lever, a du mal à s'asseoir, est fatigué. On a aussi un très bon test, c'est le chien qui se couche à la vache. C'est-à-dire, en fait, il met d'abord les coudes comme ça, et ensuite il met l'arrière-train. Donc, la colonne vertébrale est moins touchée, à part les boxers, qui ont ce qu'on appelle en fait, des becs de perroquet quand on fait les radios. Et donc, c'est les vertèbres qui se rejoignent. Alors, autant chez le chat, la radio n'est pas indispensable. Chez le chien, c'est bien de faire une radio parce qu'on voit en fait l'état de dégradation, par exemple, de la tête du fémur. Et donc là, en fonction de l'état de dégradation, on peut faire. Alors, il y a des injections qui sont faites. Il y a des nouvelles molécules qui s'appellent des anticorps monoclonaux qui se font une fois par mois chez le vétérinaire. Mais on peut également donner des chondroprotecteurs et de l'alimentation dans lequel il y a les chondroprotecteurs. Ça, c'est au niveau médical. Et bien sûr, au niveau mode de vie, eh bien, il faut quand même faire marcher l'animal à son rythme. Alors, je dis toujours, il faut le faire marcher à quatre pattes. Alors, les gens ils me disent, bah oui, à une patte, il marche pas. Marcher à quatre pattes, ça veut dire qu'il ne doit pas sauter, il ne doit pas être sur son arrière-train. Voilà, c'est-à-dire que quand on le fait jouer, on lui lance une balle doucement, mais il ne doit pas faire d'effort où il freine, où il revient. Évidemment, si vous pouvez, la marche dans l'eau, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des animaleries maintenant ou des centres de rééducation qui vous proposent des tapis dans l'eau. Ça, c'est vraiment le mieux. Et puis, bien sûr, adapter aussi. Alors, un chien, normalement, il ne doit pas monter trop souvent sur le canapé ni en haut des bibliothèques. Donc, vous avez un avantage, c'est qu'il reste par terre. Donc voilà, mais ne pas hésiter à lui faire des balades, même si il vous semble qu'il a du mal. Et surtout, l'hiver approche, pas encore, mais ça vient, le couvrir parce qu'il doit être au chaud. Le froid, ça rétracte les muscles. Et une autre technique qui est valable pour les chats, mais qui est plus compliquée, c'est l'ostéopathie. On a dit le couvrir. Donc, avant d'avoir des commentaires rageux, on n'a pas dit le déguiser, hein. On a dit de couvrir pour Non, son bien. Voilà. Donc, exactement. Il suffit attention. vraiment pas un manteau, mais même une couverture. Il y a des couvertures un peu comme les couvertures de chevaux. Et sur l'arrière-train, ou vous pouvez même le couvrir en rentrant. Mm. Pas forcément, d'ailleurs, s'ils ne supportent pas les manteaux, dehors. Et est-ce que les gros chiens sont plus sujets à l'arthrose ou pas?
Alors, bien sûr, au niveau du bassin, certaines races, les grands chiens, Bouvier bernois, Labrador, bien sûr. Certaines races, attention aussi, qui ont l'air tout à fait agiles, mais les coudes, c'est tout ce qui est berger australien, border collie qui sont très à la mode. Et puis, bien sûr, il y a un âge. Alors là, c'est plutôt que le chien, c'est vers 7, 8 ans. Que le chat, plutôt que le chat. Pardon, plutôt que les chats. Donc Oui, là, si on veut faire de la prévention, c'est à partir de 7-8 ans. exactement. D'accord. Peu importe la race, la taille, etc. On part sur ce Exactement. principe-là. Et surveiller également le poids. Ouais, ça c'est un point qui est important, bien évidemment, à différents niveaux. Alors justement, on parle des grands chiens. La troisième question, c'est de savoir, peut-on protéger les cartilages des grands chiens dès leur plus jeune âge? Alors, oui, donc, vous savez que l'os, en fait, dans la croissance, il y a un os et à chaque bout, il y a du cartilage. Et petit à petit, en fait, ce cartilage se transforme en os. Mais si jamais le chien est trop stimulé, qu'il marche, qu'il saute, ce qui est normal, vous avez un bouvier bernois de 4 mois, il bouge, eh bien, en fait, ce cartilage est trop stimulé et risque de se fissurer. Et s'il se fissure, il va beaucoup moins se transformer en os. Donc, il y a eu des conférences là-dessus et qui ont abouti au fait qu'il fallait donner des chondroprotecteurs, qui d'ailleurs sont maintenant ajoutés dans la nourriture pour les juniors, aux grandes races pour justement... Alors là, ça n'est pas pour lutter contre la dégradation, c'est pour renforcer au contraire le cartilage qu'on appelle cartilage de conjugaison. Pourquoi? Parce qu'il se conjugue, il se transforme en os. Et donc, ça permet vraiment de le solidifier, mais plutôt de le renforcer. Voilà. Et donc, vous pourrez faire jouer votre animal normalement et son cartilage se transformant en os. Donc, on peut commencer cette supplémentation vers 4-5 mois. D'accord. Pour les grandes races uniquement, hein, les petits n'en ont pas besoin. Alors moi, par exemple, pour l'exemple précis, j'ai une staffie. Et ma staffie, on m'a déconseillé pendant ces premiers mois de lui faire descendre des escaliers, par exemple. Alors, Exactement. j'ai essayé de lui expliquer, c'est assez compliqué, mais parce que elle se régale de descendre, de sauter des escaliers. Bon, on a limité bien évidemment ce paramètre-là, mais en tout cas, on m'a déconseillé, enfin, m'a conseillé justement de limiter cette action-là. Oui. Oui, c'est comme, en fait, je donne un exemple, c'est comme si vous preniez un bébé à qui vous faisiez faire du saut en hauteur, du saut en longueur. Ben, d'abord les os sont un peu mous, donc ça les déforme, et puis ça appuie sur ce coussin de cartilage. Et donc, autant un enfant, c'est facile de ne pas trop le stimuler et puis de lui-même, mais un chiot, c'est fait comme dans la nature pour marcher tout de suite, hein, et se sauver. Donc, normalement, il faudrait là encore qu'il marche à quatre pattes et à son rythme et qu'on ne le fasse pas trop jouer. Tout à fait. Ça, c'est un point qui est important. Alors, on va changer de sujet. On va retourner chez le chat. Une question qui est très courante, c'est de savoir comment gérer les boules de poils chez le chat. Vous savez, ces petites boules de poils que le chat a tendance des fois à vomir sur le matelas, le canapé, de manière très agréable. Voilà. Alors, c'est normal qu'il vomisse des bols de poils, mais c'est normal aussi de lui éviter d'en vomir trop. Alors, les boules de poils, vous avez vu, le chat se lèche et il a une langue très râpeuse. Alors, les gens me disent toujours, oui, mais dans la nature, alors il fait comment? Ben, dans la nature, il perd beaucoup moins ses poils, parce qu'en fait, il les perd une bonne fois, et puis au cours de l'année, il les perd moins. Donc là, il les perd beaucoup parce qu'il se lèche. Et donc, ces poils, le principe, c'est que en fait, ça se met en boule ou aussi en espèce de boudin. Donc, vous voyez qu'il vomit parfois des boudins ou c'est dans les selles. Mais attention, chez des chats, par exemple, comme les Maine Coon, parfois ce boudin passe dans l'intestin et il est tellement gros que ça fait une occlusion. Donc là, l'animal vomit non pas des boules de poils, mais sa nourriture, il est constipé et il faut l'opérer. Donc pour ça, il peut y avoir l'huile de paraffine. Seulement l'huile de paraffine, ça fait glisser, mais l'intérêt, c'est aussi de dissoudre ces boules de poils, parce que ça irrite aussi un petit peu l'estomac. Donc là encore, vous avez énormément de produits sans ordonnance, soit sous forme de pâte. Alors, la pâte, c'est pas évident quand même, hein. Parce que vous mettez ça au niveau du chat, il bave, il salive. Alors, il y a une technique qui consiste à lui mettre sur la pâte. Ça l'énerve, donc il se lèche. Et maintenant, je reviens toujours à mes petites boulettes. Il y a une société qui a fait des boulettes pour les boules de poils que l'on met dans l'alimentation. Parce qu'auparavant, il y avait des comprimés qui sont compliqués. Attention, les boulettes sont à mettre souvent 3 à 5 jours par mois
tous les mois, mais pas tous les jours. Voilà. Et donc, il faut également, bien sûr, brosser votre chat. C'est important. Mais faites la prévention, ne vous dites pas, ah, ben, les boules de poils, c'est normal, il les vomit, c'est très bien. Non, il faut quand même gérer ça. Donc des boules de poils pour combattre des boulettes pardon pour combattre les boulettes de Oui, poils, hein, le mal par le mal. voilà, exactement. Boulette J'allais contre boulette. voilà, j'allais effectivement insister en tant que toiletteur sur la partie toilettage justement, entretien, Ouais. brossage, etc. Ça c'est vrai que ça va permettre de limiter ce phénomène. Donc on peut jouer effectivement sur différents paramètres. On va retourner dans le monde des chiens, quoique non, on va aller sur les chiens et les chats, on va généraliser. D'accord. La question qui vient est très intéressante, c'est de savoir comment améliorer le confort de vie des animaux âgés. Donc là, on est plus d'un point de vue général, hein, confort de vie général. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, je reviens à mon histoire de sénilité, et de sénescence et de sénilité, c'est que chaque organe va vieillir différemment. Par exemple, le tube digestif va vieillir parce qu'il y aura moins d'enzymes, par exemple, au niveau de l'estomac, et donc l'animal âgé digérera moins bien les protéines. Vous aurez un vieillissement au niveau des yeux parce que le cristallin va être moins euh, nourri. Vous aurez un vieillissement au niveau du... Donc, en fait, sur l'animal, il faudrait un bilan et un check-up pour savoir est-ce que ce sont les yeux qui vieillissent plus vite, Mais de façon générale, chaque organe va vieillir et le but de la prévention, c'est d'éviter qu'il arrive à la pathologie, où là, il y aura des signes cliniques. Alors, autant chez le vieux chien que chez le vieux chat. Je vais commencer par le haut. Donc, au niveau des yeux, il y a une sécheresse des yeux et donc vous voyez souvent des impuretés au niveau de l'œil. C'est parce qu'il n'y a pas assez de larmes. Donc, les yeux, les larmes artificielles. Vous pouvez utiliser les nôtres. Vous allez chez le pharmacien, vous demandez des larmes artificielles. On lui met le matin, le midi et le soir et ça permet de lubrifier la cornée. Donc ça, c'est valable pour le chien et le chat. Exactement, D'accord. plutôt le chien, mais le chat, ça existe aussi. Ensuite, vous avez le cristallin. Vous savez, voilà, la lentille qui va s'opacifier comme chez nous et entraîner une cataracte. Là encore, vous avez des traitements au collyre qui peuvent se mettre pour éviter la cataracte. Ça, vous le voyez, vous regardez votre chien, vous prenez votre téléphone, hop, je prends mon téléphone, vous mettez la lumière dans les yeux de votre chien, et s'il y a un peu blanc, gris, c'est que la cataracte commence. Sur les photos, ça ressort beaucoup aussi. Ouais. Sur les photos, on le voit aussi. Voilà. Ouais. Oui, on le voit. Voilà, vous le prenez en photo. Ensuite, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, il y a le tartre, il y a la digestion. Donc, il faut que vous changiez d'alimentation. Passez toujours de l'alimentation, souvent pour les chats castrés, à senior. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation senior qui est différent? Il y a des protéines de meilleure qualité qui donneront donc peu de déchets qui vont, ces déchets, user le rein. Donc, on a dit les yeux, d'accord, cristallin et cornée. Ensuite, les dents, on le reverra tout à l'heure. L'alimentation senior. Donc, vous faites une transition. Vous vous rappelez, d'une semaine, on prend l'ancienne nourriture, on la mélange avec la nouvelle. La peau, très important, la peau se kératinise, c'est-à-dire que l'animal va sentir un tout petit peu plus mauvais. Le sébum est de moins bonne qualité. Donc là, au niveau de la peau, eh bien, on peut donner ce qu'on appelle des oméga 3, oméga 6. Là encore, vous avez des oméga. Prenez pas trop vos produits à vous. Pour les yeux, oui, mais autrement, vous avez des compléments d'oméga pour les chiens et les chats. Ensuite, vous avez les griffes. Faites très très attention, l'animal marche moins, les chats également. Et donc, les griffes poussent et parfois elles se retournent comme ça et ça rentre dans le coussinet. Donc, on coupe les griffes. Attention, vous savez, les griffes du chat, c'est facile parce que c'est très recourbé, donc on coupe le petit point. Pour les chiens qui ont les griffes claires, on regarde le sang et on coupe un peu plus. Pour les chiens qui ont les griffes marron, on va chez le vétérinaire qui vous montre parce que sinon, évidemment, ça saigne. C'est pas dramatique quand ça saigne, mais bon, voilà, c'est pas agréable. Vous faites aussi très attention plutôt pour les chiens à la truffe et au coussinet qui se dessèchent. Alors, il y a des crèmes aussi qui sont très bien. Il y en a une, alors pour les coussinets moins, mais pour le nez, de la vasine, tout simplement. Bon, mettez pas de la vasine sur les coussinets, le pauvre, il va être sur une patinoire. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment que vous vous occupiez de chaque organe en pensant que cet organe-là va vieillir, donc que sa fonction va diminuer, donc on l'aide à assurer sa fonction.
tout simplement. Alors moi, je me permettrais de rajouter un niveau. Moi, je suis pas vétérinaire, donc moi, j'ai une vision un peu plus, enfin, plus extérieure. Euh, pour améliorer le confort de vie des animaux âgés, il faut aussi le prévoir. Et pour le prévoir, il faut faire de la prévention. Et ce qui est intéressant dans les conseils que vous avez donnés, c'est que finalement, les chiens, les chats et nous, les humains, on n'est pas si différents par rapport aux problématiques qu'on va rencontrer, excepté peut-être l'odeur plus désagréable en vieillissant. Je l'espère en tout cas. Mais voilà, Normalement. normalement, voilà, on a effectivement des problématiques qui sont assez similaires. Et donc, en prévention, on peut aussi agir de manière similaire à deux niveaux. Gérer l'alimentation, donc donner Oui, une bonne c'est alimentation l'essentiel, à son animal, et l'activité physique, bien sûr. à Oui. adapter effectivement en fonction de l'animal que l'on a, un chien, un chat, un dog, un York, etc. Mais ça, c'est vrai que pour prévenir effectivement et avoir une belle vieillesse, on va dire, pour son animal, effectivement, l'activité sportive, enfin, physique en tout cas, et l'alimentation sont deux points qui sont primordiaux. Et surtout, j'insiste, les premiers signes cliniques ne disent pas: ah ben c'est normal, il vieillit, donc il vomit, donc il tousse, donc il boite. Non. Les premiers signes cliniques vous montrent qu'on est passé de la sénescence à la sénilité, et donc il faut faire un examen. Mm. C'est pour ça que je fais une petite aparté, c'est très important. On a une très grosse responsabilité lorsque on adopte un animal. Il faut avoir les moyens financiers pour lui donner de Oui. la bonne nourriture. Pas acheter des croquettes, de la pâtée en grande surface, etc. Vraiment, c'est le pire qu'on puisse faire pour son animal. Et avoir du temps pour effectivement Oui. le sortir, notamment quand on a un chien, et lui proposer de l'activité physique. Donc ça, c'est vraiment très important pour les personnes qui regardent ces podcasts et on vous remercie et qui hésitent à prendre un animal. Prenez ça en considération. Hein, ça, c'est très important pour la santé et le bien-être des animaux. Voilà, c'était la petite aparté qui reste Tout quand même à fait. très importante. On va aller plus précisément sur les races brachycéphales. Comment prendre soin des yeux chez les chiens de race brachycéphale? Alors, les brachycéphales, donc allez, un petit peu d'étymologie et de grammaire. S'il vous plaît. Brachy, court, céphale, tête, haute, la tête courte, donc écrasée. Donc, ces chiens-là, ben, c'est les carlins, c'est les bulldogs français, les bulldogs anglais. Donc, et puis sur les chats, c'est les chats persans. Pourquoi je vous en parle? Parce que, pareil, là, parfois, certains maîtres ont l'habitude de dire: oui, ben, il a la face écrasée, donc il a les yeux qui pleurent, donc voilà. Non. C'est très important d'en prendre soin parce que justement, les yeux qui pleurent, pourquoi? C'est parce que les canaux lacrymaux qui sont bouchés, en fait, les larmes, au lieu de s'écouler bien par le nez, ressortent au niveau de l'œil. Ça veut dire donc qu'il y a une sécrétion de larmes, mais elle n'évacue pas les saletés. Donc, vous allez accentuer les problèmes éventuellement de cornée. Donc là, au niveau de l'œil, ce qui est très bien quand vous mettez par exemple tout simplement du sérum physiologique, eh bien, vous en mettez au niveau de l'œil, vous la nettoyez, ça descend au niveau du nez, eh bien, ça permet aussi, non pas d'irriguer, mais d'humidifier le nez, puisque ces animaux ont ce qu'on appelle une sténose, c'est-à-dire un rétrécissement des narines, et donc tout ça, ça agit. Je vous rappelle que pour nettoyer l'œil, ce sont des compresses et non pas du coton, puisque le chien a 2 rangées de cils et le coton va s'accrocher dessus, et on part de l'angle interne. Alors là, je vais faire ma scientifique qui s'appelle le canthus. Donc, on part de l'angle interne vers l'angle externe. Voilà. Et ça, c'est très important. Ça demande, alors, comme on vous disait tout à l'heure, quand on a un chien, il faut prévoir de s'en occuper, de le sortir. Eh bien, quand on a une race brachycéphale, il faut prévoir des soins matin et soir. C'est très important. Du temps. Voilà. Quoi qu'il arrive, un animal, ça demande Voilà, principalement du temps. En plus de l'amour, exactement. etc. Mais ça demande évidemment du temps. Alors ça, c'est un sujet effectivement qui est très important, pour lequel on a énormément de questions. Donc je vais vous poser une question qui est simple. Comment limiter le tartre chez mon chien? Alors, c'est simple. Et je dois avouer que c'est compliqué, justement. Alors, le tartre, forcément, c'est dû au fait qu'il ne se lave pas les dents. Là, ça, c'est la première chose. Alors, soit vous lui lavez les dents, mais il faut l'habituer petit. Ça peut se faire, hein, mais pareil, il faudra le faire tous les jours, mais on peut le faire en l'habituant tout petit. Sinon, il y a, alors attention, l'histoire des os chez le chien. Si vous voulez un os qui enlève le tartre, il faut prendre l'os, d'accord? Il ne faut pas prendre un petit machin comme ça. Parce que quand les chiens mangent des os, d'abord, ça peut faire ce qu'on appelle des esquilles, et surtout, ça constipe, ça donne des selles très blanches, très crayeuses.
Donc, sinon, c'est un énorme os. Le mieux, ce sont les croquettes, autant chat et chien. Pourquoi? Parce que dans les croquettes, quand l'animal... Alors, il y a l'action évidemment mécanique, mais il y a surtout des croquettes maintenant qui s'appellent dentales, par exemple, qui ont des enzymes dedans. Et ces enzymes, en fait, agissent sur le tartre et aussi sur les bactéries. Car ce qui sent mauvais, ça n'est pas le tartre. Ce sont les bactéries qui se mettent sous le tartre et qui irritent les gencives. Alors, là, il y a aussi une question de nature et de race. Les petits chiens ont du tartre très tôt, vers 2-3 ans. Les grands chiens, alors parce qu'ils ont des grandes canines et des grosses dents, plus tard. Et malheureusement, là, je vais peut-être faire hurler tout le monde, mais le plus efficace, c'est le détartrage, bien évidemment. Alors souvent, mes clients disent « Ah, ben, c'est bien, on va pas l'endormir. » Ben si, quand même, parce que aller détartrer un chien, vous bougez pas et vous dites rien. Le chien, d'abord, il faut qu'il ouvre la bouche, donc on met ce qu'on appelle un pas d'âne. Et puis, il faudrait vraiment qu'il soit particulièrement gentil pour qu'on puisse le détartrer comme ça. Donc, ce n'est pas une anesthésie profonde, mais il faut quand même l'endormir. C'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, on ne va plus les détartrer. Et alors, il y a des gens qui me disent aussi, « Ah oui, mais si on le détarte, il va perdre toutes ses dents. » Ah ben oui, elles sont tenues par le tartre. Mais donc, la prévention, si vous le pouvez, c'est la brosse à dents plutôt pour les chiens que pour les chats. C'est des poudres enzymatiques que l'on met dans la nourriture. C'est les croquettes spécifiques dentales. C'est les lamelles. Ça peut être très bien également. Et également des comprimés qu'on peut leur donner. Et contre la mauvaise haleine, vous pouvez avoir de l'eau. C'est un colorant que l'on met dans l'eau de boisson. Donc là encore, vous avez toute une gamme. Alors ne faites pas tout, hein, faites pas lui laver les dents et puis on met un petit truc dans l'eau. Non, vous choisissez une technique qui lui correspond et qui vous correspond, mais vous le faites en permanence. Alors, imaginons que j'ai un bichon, ce qui n'est pas du tout mon cas, hein, j'adore les bichons, qui fait beaucoup de tartes. Oui. Est-ce qu'il y a une fréquence, entre guillemets, à respecter pour faire des détartrages pour que ce ne soit pas abusif, mais qu'en même temps, ce soit quand même bénéfique pour lui? Oui, moi je pense qu'une fois tous les 2 ans, ça suffit. On pourrait le faire une fois par an, endormir un animal, anesthésier un animal une fois par an, il n'y a aucun risque. De toute façon, quand le vétérinaire est amené à faire un détartrage, on ausculte l'animal, on fait une prise de sang, on ausculte le cœur, et s'il y a quelque chose qui gêne, ben on peut essayer, s'il y en a beaucoup, de le faire comme ça, un petit peu en grattant, pourquoi pas. Mais voilà, une fois tous les 2-3 ans, ça suffit largement, surtout si entre les 2 détartrages, c'est entretenu justement par tous les systèmes dont je vous ai parlé. Et j'entends des personnes qui me disent non, moi je veux plus faire détartrer mon chien parce qu'il a 13 ans, 14 ans, j'ai peur de l'anesthésie. Oui, je le comprends. Oui, je le comprends, et c'est vrai qu'on ne va pas risquer d'endormir un animal juste pour le détartrage. Il faut savoir que l'anesthésie, il y a toujours un risque. C'est clair, la moindre anesthésie, il y a un risque. D'abord, il y a un risque que l'animal soit allergique au produit. Voilà, il y a un risque. Alors, on a vous savez qu'en anesthésie chez les vétos, c'est presque l'équivalent en humaine. On a tout ce niveau de l'oxygène, des produits pour le réanimer. Mais à partir d'un certain âge, je dis toujours à mes clients, il faut voir les priorités. Est-ce que c'est la survie de l'animal? Et dans ce cas-là, si on ne l'endort pas et qu'on ne l'opère pas, il va mourir. Ou est-ce que c'est une situation de confort? On peut également, quand il y a beaucoup de tartre, pour éviter les bactéries, donner des antibiotiques. On le met sous antibiotiques. Là, il faut voir votre vétérinaire 1 semaine par mois et ça enlève les bactéries. Alors, par contre, je vois une nouvelle mode là qui est tout simplement ahurissante. C'est les toiletteurs qui proposent des détartrages. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors non, j'ai pas vu, mais le détartrage est un acte médical. C'est une catastrophe. Il y a certains toiletteurs qui proposent, ils font des publicités carrément, je l'ai vu. Hein. Je vous propose un détartrage beaucoup moins cher, sans endormir l'animal. Alors, je crois qu'il y a un système de laser. Enfin, j'ai pas bien suivi la chose tellement ça m'intéresse pas et tellement je trouve ça hallucinant. Mais certains s'amusent à mettre en avant et ça c'est important parce que vous l'avez précisé, le tartre c'est surtout sous les gencives. Donc, exactement. Et puis alors le tartre est sur la gencive, mais les bactéries sont dessous. Et quand on enlève le tartre, il faut d'abord être sûr, parce que parfois il y a les dents sont pourries, donc on enlève aussi les dents. Donc si par exemple on n'enlève que le tartre et qu'on ne fait pas d'extraction, ça ne sert à rien. Et nous, on nettoie justement les gencives en allant en dessous pour enlever et on met sous antibiotiques. Parce que par exemple, si vous donnez cet exemple-là, eh bien si on détartre un animal qui a plein de bactéries, les bactéries, on va les mettre partout dans la bouche, ça va descendre dans l'intestin, ça peut également descendre au niveau de la trachée et des poumons,
et on va lui donner une infection. C'est une catastrophe. J'ai vu ça tourner, mais ça fait plusieurs années que certains toiletteurs le proposent. C'est comme si demain, vous allez chez le coiffeur ou l'esthéticienne et que la personne vous propose un détartrage. C'est la même chose. Exactement, Donc, exactement. s'il vous Il plaît, faut pas. voilà, si vous devez faire détartrer les dents de votre chien ou de votre chat, c'est logique, mais je le précise, allez voir un vétérinaire. N'allez pas voir un toiletteur et c'est le Voilà. toiletteur qui vous parle. Et d'ailleurs, tiens, c'est la première fois qu'on va le faire dans ce podcast. Une question bonus. Est-ce que ça vous va, Florence? Ah, que je vais pouvoir Non, répondre. vous allez y répondre. On sera d'ailleurs peut-être pas d'accord. C'est pas arrivé Ah, encore. On va tester. Question sur les glandes anales du chien et du chat. Alors ça, on mhm. entend tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui disent qu'il faut vider les glandes anales régulièrement, d'autres qui disent que non, que quand c'est nécessaire. Bon, moi j'ai mon avis, j'aimerais avoir votre avis. J'aimerais aussi avoir votre avis sur le fait que en formation de toilettage, pas chez Snapdog Academy parce voilà, on a fait un choix et on a une vision là-dessus. On apprend à vider les glandes anales. Moi, je vous expliquerai pourquoi je suis pas d'accord avec ça. Vous pourrez me dire que oui, vous êtes d'accord sur le fait que les toiletteurs le fassent. On peut échanger, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aimerais que que vous donniez des précisions sur la vidange des glandes anales chez le chien, chez le chat. Est-ce qu'on doit le faire régulièrement? Est-ce qu'on doit le faire chez tous les animaux? Et est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que les toiletteurs le fassent? Alors attention, la battle commence. Allez, c'est parti. Donc, vider les glandes anales, oui, quand il y en a besoin. Les glandes anales, je vous le dis, se vident lorsque l'animal fait ses besoins. C'est très odorant et ça permet de marquer le territoire. Ce qui sort des glandes anales, normalement, c'est un liquide. Dans les glandes anales se mettent aussi les œufs de verre. Donc, quand un animal n'est pas vermifugé correctement, je vous rappelle que c'est tous les 3 mois, eh bien, c'est l'orifice par lequel sort ce liquide est bouché et ça donne un côté pâteux. Alors, par contre, c'est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'il se frotte les fesses par terre qu'il a des vers ou qu'il a les glandes anales. Les glandes anales, ça se voit, elles vont gonfler, il va se lécher et ça peut se transformer en abcès des glandes anales. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas les vider régulièrement. On les vide quand ça ne va pas, dont les sangs grosses, on le vide. Alors, c'est un acte qui est quand même très technique. Donc, après, si le toiletteur sait le faire, parce qu'il faut prendre la queue, on sent les 2 boules, mais en fait, si vous appuyez comme ça, vous allez vider le contenu dans le tube digestif. Or, il faut les ramener pour le vider à l'extérieur. Et si vous le videz dans le tube digestif, c'est quand même embêtant. Chez les chats, c'est assez rare. J'ai rarement vu des abcès. Mais quand il y a trop d'abcès des glandes anales, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut enlever les glandes anales après. Il y a une opération qui consiste à les enlever et qui donne une suite opératoire qui est compliquée. Donc, je lance dans ma battle, oui pour vider les glandes anales quand il y en a besoin, non en temps normal, oui, entre guillemets, pour un toiletteur qui techniquement connaîtrait parfaitement le geste. Alors, moi, je suis presque entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai eu beaucoup de chiens. J'ai des chiens et les chats aussi, parce que les chats aussi peuvent être concernés. Oui, oui, J'ai des chiens qui ont eu régulièrement besoin d'avoir les glandes anales vidangées, d'autres jamais. D'autres, on n'est jamais exactement. intervenu. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais c'est suite aussi au changement d'alimentation des chiens, avec le fait de manger des croquettes, au passage des selles. Effectivement, les glandes anales, pardon, se vident moins que ce qu'elle ne devrait se vider avec une alimentation plus naturelle, entre guillemets. Voilà. Exactement. En ce qui concerne les toiletteurs, alors, moi, sur ça, je suis catégorique. Je pars du principe qu'un toiletteur doit s'occuper de ce qu'il y a d'externe et ne doit pas s'occuper de ce qu'il y a d'interne. D'autant plus que si c'est mal fait, il y a des risques d'abcès, etc. Et à ce moment-là, le toiletteur ne pourra pas régler le problème. Moi, j'aime bien que chaque professionnel qui fait un acte puisse résoudre une problématique. Un toiletteur va rater une coupe, il va récupérer la coupe, entre guillemets. Un vétérinaire, je pense que ça doit être extrêmement rare, mais vidange mal les glandes anales, il y a une infection ou autre, il va pouvoir donner un traitement. Et moi, ça me dérange énormément les toiletteurs qui proposent le détartrage, tout comme les toiletteurs qui vont vidanger des glandes anales. En plus, ils le font facturer. Et le problème, c'est qu'ils le font pas tous, attention, hein, les toiletteurs qui me regardent, je sais que vous n'êtes pas tous concernés, évidemment, mais beaucoup de toiletteurs le font systématiquement tout le temps. Non, Voilà. non, oui, Donc, voilà. moi, je pense que chacun son métier. C'est là où, par contre, pour le coup, je dis, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je suis contre. J'avais mis des guillemets. Ouais, vous avez mis des guillemets parce que je sens que vous n'avez pas trop voulu vous embarquer sur ce terrain-là. Mais moi, j'y vais pleinement. Je suis totalement contre le fait que les toiletteurs le fassent. Et souvent, ce que j'ai eu comme cas de figure, moi, en salon,
c'est des chiens qui avaient donc les glandes anales qui nécessitaient donc une vidange. Je les envoyais chez le vétérinaire et le vétérinaire faisait le ping-pong, il me les renvoyait en disant non, non, c'est au toiletteur de le faire. Bon, c'est vrai, moi je l'ai déjà fait sur mes chiens, c'est dégueulasse, il n'y a pas de souci, Oui, ça bien pue, tout ce qu'on sûr. veut, Ouais, voilà. ouais. Mais non, moi je pars du principe que c'est interne et ce qui est interne, c'est le vétérinaire qui est à même de le faire, hein, qui est formé pour et qui a Sûr. toutes les Oui, oui. solutions en place. C'était la question Là où on bonus, est hein. d'accord, voilà, là où on est d'accord, c'est qu'on ne le fait pas régulièrement, il n'y a pas besoin de le faire tout le temps. Non, et parfois, il y Ça, a pas c'est clair. besoin, il y a besoin, enfin, il y a pas besoin de le faire tout court, hein. Moi, Non, j'ai des non, chiens qui ont vécu c'est 15 ans, qui n'ont quand il jamais y a eu un besoin. souci. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Bon, ben voilà, c'était la petite question bonus. Je sais pas où est-ce qu'on va la mettre celle-là, mais on va la garder, hein. C'est surtout très intéressant parce que c'est un sujet, un sujet à discussion. Donc merci, merci Florence. Ben, Florence, on a répondu aux 7 questions plus bonus. Bon, On a été rapide et très bien. efficace aujourd'hui, hein. Est-ce que Alors, vous... juste si je peux, Voilà. pardon, Non, je vais vous dire si si je vous avez peux quelque chose à conclure, rajouter. Tout à fait, tout à fait. oui, si je peux conclure, c'est que, alors, on a vu que le veto, effectivement, était important pour tout ce qui est diagnostic et ordonnance, mais n'hésitez pas également à prendre des produits sans ordonnance quand vous vous êtes bien renseigné, puisqu'on a vu les chondroprotecteurs, les boules de poils, les omégas. C'est pas que je ne veux pas que vous alliez chez le veto, mais n'hésitez pas aussi à prendre en main la santé ou la prévention de votre chien quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il commence à être un petit peu fatigué. Vous faites un bilan chez le veto pour être sûr qu'il n'y a rien de médical, mais vous pouvez aussi être autonome dans les soins de votre chien. Et je suis vétérinaire moi, mais j'apprends aussi à mes clients à être autonomes pour des choses quotidiennes, le soin des yeux, et qu'ils aient en main un petit peu cette collaboration entre le veto, le chien et eux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous remercie pour cette précision parce que ça sert à rien d'aller non plus tout le temps chez le veto pour tout et n'importe quoi, hein. En plus, c'est stressant pour l'animal. Donc, c'est bien Exactement. aussi voilà, que les vétérinaires fassent de la pédagogie dans ce sens-là pour rendre autonomes les humains. Moi, je mettrais aussi un petit entre-deux entre l'autonomie et le vétérinaire lorsqu'il n'y a pas de problématique grave ou en complément. C'est tout ce qui concerne la naturopathie aussi, qui peut être une Bien approche sûr. intéressante en prévention et bien évidemment en complément lorsqu'une problématique est installée et qu'il y a des traitements ou autre. C'est une approche aussi que j'aime beaucoup puisque nous Oui, formons oui. pour ça évidemment, Oh, mais voilà. oui, mais de même que je vous en avais parlé pour les vieux chiens, l'ostéopathie Mm, également. tout à fait. Donc, il y a beaucoup de choses. Et il ne faut pas hésiter à faire soi-même après avoir pris conseil. C'est pas parce qu'on fait soi-même qu'on fait n'importe quoi. Bien au contraire. Voilà. Mais voilà, comme vous l'avez dit, quand on fait soi-même, c'est qu'on nous a clairement bien expliqué, que les bonnes Exactement. personnes nous ont bien expliqué, parce que voilà, on Oui, a quand même la santé de nos animaux entre nos mains. Donc, effectivement, il faut passer au préalable par les mains d'un vétérinaire qui va vous expliquer comment faire, ou d'un naturopathe, ou d'un masseur, bref, peu importe. exactement. Voilà, ça, c'est les points qui sont importants. Ben, Florence, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Comme d'habitude, vous avez été Bon, on très ne s'est pas battu, efficace. c'est bien. Non, mais même si on n'avait pas été d'accord, on ne serait pas battu. Il n'y a pas Le de... but, Tout c'est à fait. d'échanger en toute bienveillance sur des sujets. Bon, il se trouve que par chance, on est d'accord, mais c'est pas pour rien aussi qu'on collabore ensemble parce qu'on a une vision commune. Donc ça, c'est vrai qui est importante. Oui, et puis je terminerai aussi sur le fait qu'il y a énormément de professions autour du chien. Il y a le vétérinaire, il y a le naturopathe, il y a l'ostéopathe, il y a le toiletteur, il y a le comportementaliste, il y a l'éducateur. Et si chacun a des notions de sa profession qui sont correctes, mais la collaboration est parfaite. Mm. Là où ça se complique, comme vous le disiez, c'est quand il y en a un qui veut aller sur le terrain de l'autre ou qui n'a pas suffisamment de notions scientifiques et techniques pour faire l'acte ou pour donner le conseil qu'il faut. Donc en fait, c'est un ensemble et tout le monde doit travailler à sa hauteur. Les vétos travaillent avec les ostéopathes. Donc il faut vraiment, c'est une bulle dans laquelle tout le monde est, mais en gros, c'est pas tellement chacun à sa place, c'est tout le monde a une place. Ouais. Voilà, je trouve que chacun à sa place, c'est très péjoratif. Tout le monde a une place, on est très optimiste. Et puis, si un professionnel vous dit, par exemple, n'allez pas voir tel autre corps de métier, admettons un ostéopathe qui vous dirait n'allez pas voir un masseur, à moins qu'il y ait une problématique, bien évidemment, hein, dans le sens Oui, où c'est pas bien sûr. compatible. Mais outre le fait Oui, de compatibilité par rapport à une problématique ou une pathologie, un ostéopathe qui vous dit non, n'allez pas voir un masseur, c'est bidon, ou un masseur qui vous dit l'inverse, entre tout corps de métier, fuyez. Voilà. Un bien professionnel sûr. animalier Il y doit a un respect voilà,
doit respecter son champ de compétences, respecter tout corps de métier et travailler en concorde ensemble. Donc, si vous avez un professionnel animalier qui est pas dans cette optique-là, changez, allez voir quelqu'un d'autre. Sauf bien évidemment si un vétérinaire ou un ostéopathe, encore une fois, vous dit non, attention, n'allez pas voir tel praticien ou autre, parce que là, par rapport à la pathologie, ça ne sera pas Voilà, c'est pas compatible. fait pour lui. Ça, c'est évident, Tout puisque à je fait. précise que seul le vétérinaire est en mesure de faire un diagnostic. Exactement. Ça, Donc, il faut que le diagnostic soit posé voilà. et après, autour, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, ça c'est important. Je veux dire, moi par exemple, en tant que toiletteur ou ma sœur, j'ai rencontré des chiens, des chats qui avaient des problématiques de peau ou autre. Je peux donner une piste, dire attention, c'est ça. Par contre, je ne vais pas dire à mes clients, prenez tel complément alimentaire, prenez telle croquette pour aider. D'abord, on va voir le vétérinaire. Le vétérinaire va poser un diagnostic, va traiter le sujet. Et après, effectivement, s'il y a des problèmes de peau ou autre, on peut compléter avec de l'alimentation, du naturel. Mais ça vient dans un second temps. Et c'est moi qui vous le dis, qui forme à ces métiers-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Exactement. Voilà, ben, Florence, on a fait le tour. Merci encore infiniment. Je réitère notre demande. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à partager ce podcast. Encore une fois, les podcasts audio sont extrêmement écoutés. En même temps, je pense qu'on vous donne beaucoup de valeur. Donc, vous aimez beaucoup ces podcasts. On reçoit beaucoup de messages d'encouragement et de remerciements. Merci encore à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, peu importe le moment où vous regardez vous écoutez ce podcast. On se retrouve bientôt avec Florence et d'autres intervenants. Florence, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir.